Pouvons-nous commencer, s'il vous plaît? Le quart d'heure académique vient de se terminer. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus si nombreux. Et nous sommes vraiment très très honorés que Vincent de Corbitaire, avec son emploi et son agenda chargé, ait accepté de venir. Il m'a dit tout de suite, oui, ça m'intéresse beaucoup d'entendre aussi d'autres sons de cloche que ce que je lis habituellement dans la presse. Donc Vincent de Corbitaire, pas besoin de... Ah, on m'entend pas? Donc, je n'ai pas besoin de présenter longuement Vincent de Corbitaire. On ne m'entend pas? Il faut parler plus près, comme ça? Ouais, ok. Vous l'avez vu sûrement à la télévision à plein d'occasions. Vincent de Corbitaire a succédé à Xavier Maby, qui était le directeur général du CRISP, et il y a travaillé jusqu'en 2013, avant d'abandonner ce poste-là pour devenir professeur à l'ULB et devenir néanmoins président du CRISP. Vous n'avez pas abandonné cet outil magnifique qu'est le CRISP. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on dit de vous que vous êtes un observateur avisé des mutations sociétales, un observateur avisé aussi de la vie politique, des aléas du politique, comme vous avez demandé qu'on intitule votre conférence. Ce qui est passionnant dans votre parcours, c'est qu'en fait, notamment dans votre charge académique, vous êtes dans une faculté, c'est pas une faculté, mais une chaire transversale qui réunit à la fois des philosophes en herbe, mais aussi des étudiants en droit public en particulier, et en criminologie, si je suis bien informé. Ce sur quoi moi je voulais attirer votre attention, c'est sur un travail que vous aviez réalisé pour le CRISP il y a 2 ans, qui s'appelle « La démocratie et ses variantes ». C'est un document exigeant, mais vraiment passionnant, de telle sorte que je vous ai amené une vingtaine d'exemplaires à mettre en vente au prix démocratique de 8 €. C'est 7,90 €, mais on vous demandera 8 €, nous n'avons pas la monnaie. Et en fait, ce qui est passionnant dans ce courrier du CRISP, c'est le classement que vous y faites et la clarification conceptuelle à laquelle vous nous permettez d'accéder. Et notamment, parce que dans nos milieux, on parle beaucoup de démocratie participative, eh bien, vous le situez très très clairement en mettant le débat plus haut, pour clarifier les concepts plus haut, notamment en partant du concept de démocratie universaliste et de démocratie catégorielle. Et à partir de ça, vous faites un classement que j'ai trouvé vraiment lumineux. Donc vraiment, je vous encourage à l'acheter, mais surtout à le lire. Et s'il n'y a pas assez d'exemplaires, il y a moyen de le commander assez facilement. Moi, j'ai réussi à avoir le dernier numéro de Tropisme, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, je vous donne avec grand plaisir la parole. Avant de vous dire ceci, c'est que ce qui vous a inspiré dans le classement de ces concepts, c'est la question cruciale qui est la suivante et qui nous inspire comme grands-parents. Quels sont les mécanismes qui permettent aux citoyens de jouer un rôle politique? C'est vraiment la question du jour et la question qui nous anime chez les grands-parents et dans plein de mouvements, en particulier sur le climat. À vous la parole et merci d'ores et déjà de votre participation. Merci beaucoup Myriam pour l'invitation. Je l'ai acceptée parce que je ne connais pas bien le sujet et que ça m'intéresse d'être obligé d'un petit peu travailler. C'est une des manières par lesquelles on progresse. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais je fais encore toujours un peu d'observation politique. Et puis comme citoyen, je suis évidemment interpellé et inquiet par les enjeux et les évolutions récentes. Et donc c'est dans ce cadre-là que je m'étais d'abord exprimé à travers 2 chroniques du soir et puis que j'ai accepté avec plaisir cette invitation. Alors, je vais vous présenter quelques éléments de synthèse plutôt et de mise en ordre peut-être un certain nombre d'observations et puis entremêler ça à des petits reculs tentatives d'explication ou l'une ou l'autre proposition éventuellement opérationnelle à débattre. Je crois que nous avons un petit peu de temps. Ce qui m'a le plus frappé et qui m'avait amené à écrire à 2 reprises dans le soir à ce propos, c'est que si on conserve un relatif consensus sur les objectifs à long terme, en termes
de lutte contre les dérèglements climatiques ou de restauration de la biodiversité, ce n'est pas finalement la fixation d'objectifs à long terme qui importe, c'est la détermination. Si on prend d'abord comme champ d'observation le champ européen, c'est la détermination des États à mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. Or, cette détermination me paraît faible ou fragile, vu ce retournement de tendance que vous avez certainement observé aussi depuis à peu près plus d'1 an au niveau européen. Alors je dis retournement parce que nous avons connu quelques années plus, je dirais, rassurantes, avant les élections de 2019 déjà, avec la COP21 à Paris, qui était quand même un progrès considérable par rapport au type d'engagement pris jusque-là, même si on connaît la limite des COP et leur absence d'effets contraignants. Il y a eu évidemment le mouvement des jeunes pour le climat en 2018-2019, la légitimité que le GIEC à la même époque avait définitivement, je pense, acquise, alors qu'elle était loin d'être aussi forte quelques années auparavant. La bonne surprise qui était fondamentalement le Green Deal après les élections de 2019. Personnellement, je n'imaginais pas l'Europe capable d'aller aussi loin dans l'élaboration d'un plan pour combattre les dérèglements climatiques, et puis la directive pour la restauration de la nature. Ça faisait un ensemble fondamentalement rassurant, même si on savait déjà que ça ne suffirait normalement pas, mais c'était des pas considérables. Par contre, depuis une bonne année, on observe un certain nombre de reculs et finalement on a affaire au niveau européen à un tableau politique inquiétant à quelques mois des élections du mois de juin. D'abord, il y a cette offensive d'extrême droite ou des partis populistes qui, de manière systématique, appuyée, soufflent sur les braises du mécontentement à l'égard de ce qu'ils appellent les contraintes environnementales. Et je pense important de dire, à la différence de certains analystes, que ce n'est pas seulement une affaire de récupération, les agriculteurs sont en colère et l'extrême droite vient dire qu'elle est de leur côté. Malheureusement, cette offensive, ils la mènent aussi par conviction. Ils sont hostiles depuis toujours aux programmes environnementaux. Et le problème qu'ils posent aujourd'hui, ce n'est pas cette hostilité qui a toujours existé, mais le niveau électoral important atteint par l'extrême droite dans un certain nombre de pays et les sondages d'intention de vote qui leur promettent des progrès encore nets, voire considérables, le 9 juin. Et ce n'est pas un phénomène uniquement européen. Je rappelle, s'il en était besoin, que Trump, Bolsonaro, Milei, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, sont des climato-sceptiques affichés pour qui l'idée même du réchauffement climatique est un complot, ourdi par les démocrates, par la gauche, par les socialistes. Ça n'existe tout simplement pas. Alors, dans des partis de droite moins extrêmes, il voit quand même persister un véritable climato-scepticisme, et on a affaire à un discours qui est bien rodé, une attaque en règle contre les projets environnementaux ambitieux au nom de la liberté individuelle, au nom du pouvoir d'achat et au nom de la survie de métiers ou de secteurs économiques qui se sentent menacés par la transition en cours. Donc, premier élément du tableau. Deuxième élément, et c'est le plus inquiétant sans doute, c'est l'attitude de la droite européenne au sein du PPE, chez les libéraux aussi dans une large mesure, qui ont milité pour qu'on diminue le niveau d'ambition, notamment en matière de mesures pour la restauration de la nature, et qui donnent par moments l'impression d'être prêts à abandonner la priorité environnementale par peur de l'extrême droite, par peur de perdre des électeurs s'ils n'ont pas un discours plus sceptique ou moins offensif sur ce terrain. Ou, analyse plus inquiétante, mais qu'on ne peut pas écarter, un certain nombre d'entre eux, je crois, voient dans la montée de l'extrême droite un prétexte pour renouer avec le primat qu'ils accordent depuis toujours à l'économie par rapport aux enjeux environnementaux. Et quelque part, la pression d'extrême droite les arrange. En Belgique, je ne crois pas qu'on puisse dire sans risque de contestation que la NVA soit climato-sceptique, mais c'est au moins un parti climato-réaliste, c'est-à-dire qui inverse le mot d'ordre de mai 68, soyons réalistes, ne demandons pas l'impossible.
Faisons juste ce qui nous paraît atteignable sans trop de douleur et évidemment dans le cadre du respect des intérêts flamands. Et donc on a bien vu la difficulté à maintenir dans cet univers, en gros de la droite européenne, des politiques volontaristes en matière d'une agriculture durable ou de la biodiversité, avec des appels que je rappelle, si besoin en était, d'Emmanuel Macron, d'Alexander De Croo pour une pause législative, ce qui est typiquement une expression ambiguë. Pause législative veut dire qu'on ne nie pas que le combat est légitime et nécessaire, mais il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop fort, il ne faut pas faire de dégâts, avec le problème de savoir quand on met sur pause, quand on va redémarrer, quand reviendra le bon moment pour s'y remettre, et ce sera éventuellement jamais le bon moment. Il y aura toujours des résistances, il y aura toujours un coût, il y aura toujours des inconvénients, il y aura toujours des intérêts à sacrifier. Donc je pense qu'il faut prendre cette notion de pause malheureusement au sérieux. Autre élément qui complique la donne pour les personnes attachées aux enjeux environnementaux, c'est qu'on voit plus qu'apparaître, on voit s'installer dans le champ européen à l'approche des élections et pour l'après, un clivage très lourd entre priorité au climat, à la biodiversité d'un côté, et priorité à une nouvelle rigueur budgétaire de l'autre côté. Le Green Deal et la restauration de la nature contre le respect des critères budgétaires de Maastricht, qui était une problématique mise entre parenthèses ces dernières années, notamment parce qu'avec la crise du Covid et puis l'inflation des prix de l'énergie et de l'alimentation, on acceptait de dépenser. On sent bien que du côté de la droite européenne, il y a une volonté de retour à la rigueur budgétaire. Et là encore, pour ceux qui ne sont pas convaincus par la priorité environnementale, ils ont à la fois la conviction qu'il faut mettre sur pause et en même temps un bon prétexte pour mettre sur pause. Ce n'est plus payable ou on va creuser des dettes qui sont intenables sur la durée. Autre élément de difficulté qui n'est pas neuf, mais je suis frappé par le fait qu'on le mette, me semble-t-il, plus en évidence qu'à d'autres périodes. C'est un enjeu qui est fondamental et c'est normal pour les enjeux économiques, pour les acteurs économiques, l'agriculture mais aussi l'industrie. Le problème évidemment de la concurrence mondiale, le problème que des normes exigeantes à l'intérieur de l'Union européenne seraient, parfois évidemment on systématise, un handicap pour les producteurs européens par rapport à leurs concurrents à l'échelle planétaire, et j'étais très frappé à cet égard par une petite formule d'Emmanuel Macron il y a quelques mois. La France est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet de serre, et si nous faisons, nous Français, trop d'efforts, ces efforts vont profiter à nos concurrents puisque nous allons plomber nos entreprises, alors qu'au fond, nous ne sommes que de petits co-responsables de la situation. Et la difficulté est qu'au-delà de la rhétorique, il y a là un enjeu effectivement fondamental pour l'économie européenne qui impose d'ouvrir un nouveau front, ce que certains partis tentent de faire, mais difficilement. Il faudrait au moins pouvoir lutter contre de nouveaux accords de libre-échange du type Mercosur, mais aussi contre les effets pervers de l'accord CETA avec le Canada, par exemple. Ce type de procédé est contesté par la gauche écologiste, la gauche social-démocrate assez souvent, la gauche radicale, mais par contre, le combat contre ces accords de libre-échange se heurte évidemment à des intérêts économiques sectoriels très puissants et multiples. Alors le troc emblématique, mais il y en a de multiples dans ce genre d'accord, c'est on importe de la viande d'Amérique du Sud contre la possibilité d'exporter des voitures allemandes sans frais de douane. Je ne caricature pas, ça fait partie des enjeux que un pays comme l'Allemagne met en avant, et d'autres évidemment, la France met l'agriculture, certains secteurs agroalimentaires, etc., également en avant. On a en plus une difficulté globale, je vais me permettre un mini-résumé de quelques pages du livre de Marx sur le capital, c'est que dans le domaine agricole, on se retrouve devant une tendance lourde qui est facile à expliquer sans termes techniques, à savoir que le monde de l'entreprise en général a intérêt à une agriculture aussi intensive que possible, aussi productiviste que possible, mais aussi
à un libre-échange aussi large que possible en matière agricole, parce que tout cela conduit à faire diminuer, ou en tout cas éviter qu'augmentent les prix des biens alimentaires et d'autres biens de première nécessité autour de l'alimentation. Et pouvoir exercer une pression à la baisse sur les prix, ça permet de maintenir les salaires qu'on accorde aux salariés aussi bas que possible. C'est une stratégie d'ensemble dont tous les acteurs capitalistes n'ont pas une claire conscience, mais à laquelle ils participent et dont ils mesurent bien les bénéfices. Et donc il me semble qu'on se retrouve pour le moment au niveau européen devant un jeu à 4 acteurs dont la puissance n'est pas tout à fait égale. D'un côté, on a un puissant lobbying économique pour diminuer les ambitions environnementales, et on a les préférences électorales qui vont contre ces ambitions environnementales. Ce sont celles de l'extrême droite, mais aussi de la droite chrétienne, libérale, notamment dans la perspective d'un scrutin qui favoriserait l'extrême droite. Et contre ce lobbying économique et cette préoccupation électorale et les convictions d'une partie de l'échiquier politique, on a une pression syndicale, citoyenne, associative, etc., et des partis qui, eux, restent, à l'échelle européenne, fidèles aux combats environnementaux, les partis écologistes, et dans l'ensemble, les partis sociaux-démocrates ou de gauche radicale, qui sont à la fois alignés sur des priorités vertes et en même temps hostiles aux carcans budgétaires et aux accords commerciaux trop généreusement ouverts. Donc un jeu à 4 avec 2 blocs de chaque côté, avec un risque après les élections de voir le monde politique européen se diviser finalement en 2 grands blocs opposés sur les politiques environnementales, droite et extrême droite d'un côté, et différentes facettes de la gauche de l'autre, les uns voulant freiner alors que la situation imposerait au contraire d'accélérer. J'ajoute, avant de quitter le champ européen, que le jeu est, me semble-t-il, un peu plus compliqué, parce qu'il y a, y compris à l'échelle européenne, des moments où on voit une certaine ambiguïté du côté de la gauche radicale ou des partis sociaux-démocrates. Parce que quand des questions très concrètes sont en jeu et qui sont sensibles pour l'électorat de ces partis, des questions qui concernent des viviers d'emploi ou des éléments fondamentaux de la vie quotidienne comme le logement, le recours à la voiture, le pouvoir d'achat, on sent que partie de la gauche craint d'indisposer son électorat populaire en allant trop loin en matière de mesures environnementales. Et plus spécifiquement du côté des partis sociaux-démocrates, je ne suis pas complètement sûr de leur attitude sur la question budgétaire. Ce sont des partis qui ont intérêt et qui ont une doctrine qui devrait les conduire à ne pas vouloir d'un carcan budgétaire trop strict. En même temps, la gauche social-démocrate, c'est un bon élève européen, des partis qui se revendiquent responsables, partis de gouvernement, sérieux, bons gestionnaires et peut-être un peu plus perméables que d'autres à des alertes budgétaires qui sont réelles. Nous avons effectivement un problème réel de gestion d'une dette publique qui recommence à coûter très cher simplement pour payer les intérêts année après année. Donc je ne prétends pas du tout que le problème budgétaire soit un problème inventé par une partie de l'échiquier politique. Mais il est clair que si on décide de resserrer le budget avant toute autre chose, là, on ne s'en sortira pas, me semble-t-il, en termes de combat pour le climat et pour la biodiversité. Donc, un changement d'ambiance en une bonne année, inquiétant, lié en bonne partie à ce lobbying d'acteurs économiques puissants. On sait qu'à Bruxelles, le dialogue avec le lobby économique est institutionnalisé. Il ne faut pas procéder d'une manière plus ou moins discrète ou clandestine. Ça fait partie du mode de fonctionnement ordinaire de l'Union. Et en plus, on n'a pas besoin de lobbies patronaux. Les grands relais des intérêts économiques, ce sont les États eux-mêmes, à travers le Conseil, l'expression des différents gouvernements, États qui relayent les intérêts de leur industrie ou de leur secteur économique nationaux. Donc c'est évidemment un motif puissant pour comprendre ce retournement d'atmosphère. Il me semble qu'il y a aussi à prendre en compte
sans peut-être les dramatiser, mais bien évidemment des résistances dans la population elle-même. Alors je vais être rapide sur ce point et je vais en évoquer 4 et la dernière, je me contenterai de dire qu'on peut en parler si vous le souhaitez, pour ne pas être trop long. Alors, la résistance la plus répandue, c'est la problématique du pouvoir d'achat, qui reste une difficulté majeure. Une étude répercutée notamment par Le Soir il y a une bonne semaine a encore montré que pour un tiers des Belges à peu près, il y avait de réelles difficultés à faire face simultanément aux dépenses d'alimentation, de logement et de santé. Et sur ce point, Myriam a eu l'excellente idée de m'envoyer il y a quelques jours un sondage réalisé par le Centre Jacques Delors, qui a sondé en décembre 2023 plus de 15 000 personnes en Allemagne, en France et en Pologne, donc un panel large. Et le sondage montre bien que, à l'exception des citoyens qui sont de tendance écologiste ou de gauche, les autres citoyens d'autres bords politiques qui veulent une réponse ambitieuse en matière de climat, parce qu'ils sont nombreux, calent lorsque la réponse prend la forme d'une répercussion, par exemple, sur les prix du coût de carbone de la production de tel ou tel bien, et s'inquiètent du prix de l'alimentation, du prix de l'énergie, des transports, etc. Et les mêmes refusent l'idée de financer des combats environnementaux sous la forme de taxes. On peut se rappeler à cet égard que le mouvement des Gilets jaunes en France est né de la tentative d'imposition d'une taxe carbone sur les carburants. Et ajoute l'étude du Centre Delors, qui se veut résolument optimiste, les mêmes citoyens hostiles à des effets sur les prix ou à des taxes plébiscitent des mesures qui leur paraissent indolores. Alors, c'est peut-être un petit peu facile ou cynique, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un éventail de mesures qui n'est pas censé provoquer trop de réactions, ou en tout cas à court terme. Alors, des investissements européens, parce que ça paraît sans doute un peu lointain, des taxes sur les entreprises, parce que les entreprises, ce n'est pas nous directement en tant que citoyens, une réforme des grandes orientations de la production industrielle, le financement de politiques vertes par la réorientation des dépenses de l'État, une taxe carbone, mais sur les entreprises, sur l'aviation, pour ceux qui ne prennent pas trop souvent l'avion. Donc, ça veut dire qu'on est prêt à endosser des mesures qui paraissent indolores, mais que par contre, ce qui touche au pouvoir d'achat crée un problème majeur qui peut se traduire dans les urnes. C'est clairement un des motifs aujourd'hui du vote pour certains partis d'extrême droite qui surfent particulièrement sur cet enjeu. Ça, c'est, me semble-t-il, la résistance la plus répandue au sein de la population. La résistance la plus déterminante, mais qui concerne des groupes de population plus précis, c'est quand des politiques environnementales touchent à des intérêts professionnels ou sectoriels majeurs et mettent en question, aux yeux des acteurs économiques, leur survie même ou leur capacité à maintenir leur niveau de vie ou leur entreprise en l'état. Bon, les agriculteurs en sont un exemple emblématique. Il y a d'autres secteurs qui se sentent menacés. Alors, j'ai été frappé par le fait que cette même étude du Centre Delors écarte ce motif de résistance aux politiques climatiques, mais l'écarte, si j'ai bien compris, parce que l'étude est faite à un niveau statistique global, 15 000 personnes dans 3 pays. On peut ne pas voir un effet statistique de ce type d'enjeu, ça n'empêche qu'il puisse y avoir des secteurs qui se sentent particulièrement menacés et qui, quand ils ont la visibilité et le caractère organisé et la force de frappe médiatique des agriculteurs, font évidemment très mal à l'ensemble des politiques dont nous parlons. Alors, troisième motif de résistance au sein de la population, la résistance qui répond sans doute aux problèmes les plus irritants, même s'ils peuvent être passagers dans la perception qu'on en a, c'est tout ce qui tourne autour de difficultés engendrées dans la vie quotidienne par des contraintes ou des changements d'habitude. On le voit périodiquement avec la question du tri des déchets, qui à Bruxelles n'est pas encore une réussite absolue, les résistances quand même spectaculaires dans certains quartiers à Bruxelles au plan Good Move, la résistance très visible en France aux zones à basse émission dans le domaine automobile.
Et on peut élargir ça à d'autres impacts très quotidiens. Là encore, l'étude du Centre Delors note que, à côté de ce qui touche au pouvoir d'achat, au portefeuille, ce qui est le plus répulsif pour des citoyens qui sont du centre ou de la droite, ouverts à des politiques environnementales, mais pas de manière inconditionnelle, ce qui est le plus répulsif, c'est ce qui relève aussi de l'interdiction, pure et simple, la fameuse écologie punitive. Ça semble malheureusement ne pas être seulement un slogan de certains partis, mais être ressenti réellement comme tel par une partie de la population, et on voit des mouvements de résistance organisés autour, par exemple, de la voiture. Dernier facteur de résistance, je vous signale simplement que nous pourrions en parler si vous le souhaitez. Je pense qu'il y a dans le champ politique un certain effet pervers, d'une bataille culturelle menée par le monde environnementaliste en général. Je fais l'hypothèse, mais je ne vais pas développer, on en parlera si vous le souhaitez, qu'il y a une bascule qui s'opère de certains milieux populaires vers un vote d'extrême droite parce que la manière dont la bataille pour la nature se mène inquiète ou choque un certain nombre de milieux populaires, mais c'est un peu long, un peu provocateur, on laissera peut-être ça pour un deuxième temps. Toutes mes excuses, le climat est effectivement déréglé. Voilà pour un deuxième point, quelques éléments d'explication qui ne sont pas d'une originalité folle. J'espère que vous voudrez bien m'en excuser, mais il est éventuellement utile de repasser par les lignes de force. Alors je reviens à une focale plus politique, en me centrant cette fois-ci sur le champ politique belge et essentiellement francophone, parce que j'ai perdu l'habitude d'examiner ce qui se passe en Flandre depuis que je ne dirige plus le CRISP. Ça m'a amené quand même à un petit peu abaisser mon niveau d'ambition. Je vais vous proposer deux petits tours d'horizon du positionnement des partis francophones à travers essentiellement deux outils. L'un qui m'a été transmis et qui est donc, si j'ai bien compris, les réponses de presque tous les partis francophones à un questionnaire que vous avez réalisé pour tester un certain nombre de propositions emblématiques dans le cadre de la lutte pour le climat et la biodiversité. Questionnaire donc auquel le PTB n'a pas répondu, si j'ai bien compris, puisqu'on n'a pas, en tout cas dans le document qui m'a été donné, ces réponses. Je n'en fais aucune interprétation, mais c'est évidemment dommage. Elles vont arriver. Eh bien, je serais intéressé, si vous le voulez bien, à les connaître également. Alors, je vais aller vite sur ce qui ne mérite pas de longs commentaires. Sur toutes les propositions qui sont testées, êtes-vous favorable ou défavorable? Écolo est favorable à l'ensemble des propositions qui sont faites. Même chose pour le Parti socialiste. Et puis ça devient un petit peu plus nuancé pour les autres partis, donc je vous propose une petite synthèse. Du côté des engagés, on a la même tendance générale à appuyer les propositions qui ont été soumises, avec, si j'ai bien lu, une réponse ambiguë, une seule. Sur la question des combustibles fossiles, les engagés répondent « Nos eurodéputés ont voté pour la fin des subventions à ces combustibles en 2025 », alors qu'ils auraient pu dire qu'il faut interdire aux entrepreneurs européens tout nouveau projet d'exploitation où que ce soit. Donc on est content d'en avoir fini avec les subventions, mais on ne se prononce pas clairement, me semble-t-il, sur une politique plus volontariste qui ne serait pas seulement supprimer les subventions, mais lutter vraiment contre les nouveaux projets d'exploitation d'hydrocarbures et autres combustibles fossiles. Il n'empêche que c'est un ensemble de réponses très très largement en appui des propositions environnementalistes. Pour le parti Défi, on a aussi cet appui d'ensemble aux propositions qui ont été faites, et il y en a une quinzaine, je crois, la liste était fournie, avec une exception et une nuance. Alors, une exception à l'idée de créer au sein des entreprises d'une certaine taille un bicaméralisme, une chambre de représentants des travailleurs, une chambre de représentants des propriétaires de l'entreprise, pour intégrer dans ce système bicaméral les contraintes environnementales. Défi cale et n'est pas favorable.
peut-être parce que c'est un parti qui a une tradition libérale forte au plan économique, qui est en contact avec un milieu économique bruxellois notamment auquel il tient. C'est une hypothèse qu'on peut faire. Et puis il y a une nuance dans les réponses autour de l'enjeu agricole. Défi répond qu'il cherche une voie médiane en matière agricole et que c'est un secteur qui ne peut pas être victime d'une écologie dogmatique ni d'une charge bureaucratique. Ce qui se défend évidemment, personne n'a envie d'être sous le poids du dogme ou de la bureaucratie, mais il y a quand même évidemment ici une certaine ambiguïté. Jusqu'où va-t-on dans l'assouplissement des mesures en matière agricole pour éviter les dogmes d'un côté et la bureaucratie de l'autre? Et du coup, les propositions que Défi avance sont un petit peu minimalistes. Elles ne sont pas nulles, mais il est clair qu'elles ne sont pas particulièrement ambitieuses. De nouveau, peut-être un état d'esprit entrepreneurial qui joue ici, plus que le souci de défendre le secteur agricole, qui à Bruxelles, en tout cas, n'est pas particulièrement développé. Alors le MR, là, sans surprise, le phénomène est inverse. C'est un refus qui est opposé de manière plus ou moins nette à la quasi-totalité des propositions qui sont faites. Il y a 3 propositions acceptées. L'idée d'enrichir, d'élargir les critères du PIB pour avoir un PIB plus qualitatif. L'idée qu'il faut exiger la réciprocité en matière de contraintes environnementales pour les pays tiers dans le cadre d'accords de libre-échange. Et l'idée qu'on doit interdire la production en Europe pour exporter de produits qui sont interdits à la vente et à l'utilisation en Europe. Là, le MR est en accord. Par contre, sur tout le reste, il y a une hostilité ou une froideur manifeste qui traduit une méfiance à l'égard des réglementations en général, la volonté de préserver à tout prix la position concurrentielle des entreprises belges et européennes, le refus d'une fiscalité qui serait punitive, je cite dans le texte, ou simplement qui serait accrue. De manière plus emblématique, la volonté de préserver la liberté de prendre l'avion, même si le MR admet un signal prix, mais pas une taxe carbone ou une taxe sur les billets d'avion en tant que tel. La volonté de signer de nouveaux traités de libre-échange, même si c'est dans le respect des normes. L'acceptation de mesures pour une agriculture durable, mais sans excès, parce qu'on réaffirme les objectifs de quantité, les objectifs de prix. Ça renvoie à cette analyse marxiste que j'esquissais tout à l'heure. Le monde économique veut des prix de l'alimentation qui restent modestes. Et puis il y a une confiance dans les solutions techniques, notamment au problème de dérèglement climatique, qui semble devoir ces solutions pouvoir se substituer finalement à des mesures d'interdiction ou de restauration ambitieuses. Voilà pour un premier tableau que je tire de cette enquête que vous avez vous-même en quelque sorte menée. Au risque d'être un peu fastidieux, mais ça peut être éclairant, en tout cas moi ça m'a éclairé. Je vais vous proposer un deuxième tableau, alors que je tire, c'est une heureuse coïncidence, d'une émission toute récente de l'RTBF, vous l'avez peut-être entendu, dans le cadre de l'émission Déclic, le tournant sur la première, entre 17 et 18 heures. L'RTBF a interrogé les 6 présidents des principaux partis francophones. Je n'ai pas eu le temps d'écouter chacune des interviews de manière intégrale, vous pouvez y accéder. J'ai par contre écouté attentivement, en prenant des notes, la synthèse proposée dans l'émission Défi avec les débriefs, les commentaires de Bertrand Haine pour la RTBF et de François Brabant, qui est un très bon journaliste pour Wilfried par ailleurs. Et c'est intéressant comme complément, me semble-t-il, d'information. Alors je vais prendre les présidents dans un ordre différent de ce que je viens de faire il y a un instant. Georges-Louis Boucher pour le MR est sans surprise. Il n'y a manifestement pas grand-chose à attendre du MR en matière de lutte résolue pour le climat et la biodiversité, parce que, outre ce que j'ai déjà indiqué, il prend un malin plaisir à montrer en quoi l'écologie peut nuire à l'économie d'une part et aux libertés individuelles d'autre part. Et il se réfère à un triangle dont chacun des angles a au moins une égale dignité, et on sent que les 2 angles non écologiques pèsent pour lui plus lourd que l'angle environnemental.
ça confirme qu'on a bien affaire à un clivage politique pur et simple sur ces questions, qu'un certain nombre de partis sont franchement, non pas hostiles à toute mesure, mais hostiles à toute mesure qui gênerait leurs priorités, ce qui est le jeu politique classique. Les clivages, on en connaît au moins 5 dans le système politique belge. Il ne faut pas sous-estimer la profondeur de la fracture, me semble-t-il. Or, deuxième président à s'être exprimé et dont les propos ont été commentés, je vais me permettre d'y greffer aussi quelques éléments personnels, c'est Jean-Marc Nollet pour Écolo, qui lui, bien sûr, défend des positions très différentes. J'ai été frappé par le fait qu'il en appelle à l'aide, et à l'aide de la société civile, voire à des pratiques de désobéissance civile, pour pouvoir aller plus vite et plus loin, parce que, fait-il comprendre, les partenaires de coalition sont des freins. Et il a raison. On accorde assez facilement dans des coalitions gouvernementales à Écolo des mesures qu'il propose qui sont plutôt sympathiques, qui ne gênent pas grand monde, qui sont emblématiques et qu'on peut lui laisser sans le moindre risque. Alors, je ne veux pas du tout ironiser sur une mesure que je trouve tout à fait positive, mais qui, à l'échelle mondiale, est quand même sans doute relativement modeste, les fameux 4000 km de haies que l'on a plantés en Wallonie sous cette législature. C'est incontestablement un progrès en matière de biodiversité, mais on voit bien en quoi, pour les partenaires de coalition, ce n'est pas gênant de donner ça à Écolo, il vaut mieux donner ça que de devoir entendre d'autres revendications. Ça vaut aussi pour le développement de transports en commun, mais dans le rappel des limites budgétaires. Et on voit que pour la SNCB, ce n'est pas toujours facile de faire sauter certains verrous. Et donc la difficulté manifestement pour Écolo, et dont témoignait Jean-Marc Nollet, c'est quand il faut arbitrer entre des impératifs écologiques d'un côté et économiques de l'autre. Et là, il arrive évidemment régulièrement qu'Écolo se retrouve isolé. Dans une de mes chroniques du soir, je m'étais permis de rappeler la petite saga du permis d'exploiter qu'il fallait renouveler pour l'aéroport de Liège, où Écolo voulait évidemment diminuer la voilure dans l'exploitation de l'aéroport, là où l'EPS, le MR, mais aussi les syndicats voulaient à tout prix développer au maximum le trafic à partir de l'aéroport, avec comme argument majeur l'emploi généré par l'aéroport, et l'étude qui vient de sortir sur le fait que l'aéroport de Zaventem est le deuxième vivier d'emploi de Belgique ne va pas améliorer la perception de cet enjeu dans le champ politique. Et il y avait aussi, dans la défense de la priorité à l'emploi de la part des partenaires de coalition d'Écolo, cet argument classique: si on plafonne les vols à partir de Liège, ce sont des aéroports voisins qui vont en profiter. Ça va être Ostende, l'Allemagne, etc. Donc on ne va pas sacrifier nos emplois, puisque de toute façon les avions vont décoller et vont polluer. Donc on voit bien que la difficulté pour un parti comme Écolo, et c'est ce que faisait comprendre Jean-Marc Nollet, ce n'est pas tellement de pouvoir prendre de bonnes mesures en faveur du climat ou de la biodiversité, même si elle n'aurait pas été prise sans ce parti, mais c'est de pouvoir éviter que les autres partis imposent des mesures problématiques, mais qui sont dans leur programme et avec lesquelles il faut composer. Le problème, c'est donc de ne pas laisser les autres partis gagner trop souvent lorsque ce qu'ils veulent mettre en place comme politique est nuisible à l'environnement. Et là, il y a un rapport de force à l'intérieur d'une coalition gouvernementale. Et c'était Bertrand Haine notamment et François Brabant lors de l'émission qui soulignait la tendance récente du côté wallon à copier la Flandre. Depuis une quinzaine d'années déjà, l'ambition de la Flandre, c'est de se développer notamment grâce à la logistique. Je me souviens que je ne sais plus quel président de Groen avait dit: on va quand même pas faire de la Flandre entière une gigantesque plateforme logistique, c'est une catastrophe sur le plan environnemental. On voit que ça fait partie des projets prioritaires maintenant aussi du côté wallon. Ce qui pose forcément un problème majeur. Je pense que c'est François Brabant, je cite mes sources parce que je ne maîtrise pas moi-même toutes les infos, qui rappelait que sous cette législature qui s'achève, on a décidé, dans le cadre des politiques de l'emploi, d'augmenter la distance entre le domicile et le travail à partir de laquelle on peut refuser un emploi. Vous aviez une proposition d'emploi au-delà de 20 km, vous pouviez la refuser. Maintenant, c'est 50 km. Ce qui veut dire que vous êtes susceptible de faire beaucoup plus de trajets en voiture éventuellement parce que vous devez accepter un emploi convenable et
déjà assez lointain. Donc on voit bien la priorité avec ce genre de mesures donnée à la problématique économique ou budgétaire pour la question de la politique d'emploi. Et Jean-Marc Launay reconnaît cette difficulté en soulignant que c'est un démocrate, ce dont on va évidemment le féliciter. Sous-entendu, je dois tenir compte des résultats électoraux, du poids respectif des différents partis. Je n'ai pas les moyens d'être un autocrate qui impose les bonnes mesures pour l'environnement à ses partenaires. Et donc, on peut être un petit peu inquiet en l'écoutant parce qu'on a l'impression qu'il ne croit plus trop à sa capacité à faire admettre des mesures délicates ou impopulaires par des partenaires de gouvernement. Si on prend une échelle temporelle plus large, et en caricaturant, j'ai l'impression qu'Écolo est passé d'un excès d'assurance et de candeur lors de sa première participation gouvernementale après les élections de 1999, où il était convaincu qu'il allait renverser la table, à peut-être aujourd'hui un excès d'intériorisation du réalisme politique. Alors c'est de la psychanalyse à deux sous, hein, mais c'est mon impression comme lecteur de journaux et auditeur de la radio. En tout cas, on sent, et j'en termine pour Écolo, que le parti est sur la défensive au terme de cette législature, qu'il s'efforce de défendre son bilan, mais aussi de rassurer. Jean-Marc Nollet a fait tout un dégagement sur le fait qu'on va pouvoir continuer à consommer de la viande. On limitera la consommation à ce qui est recommandé pour des raisons de santé. Sous-entendu, ne croyez pas qu'on va vous empêcher de manger de la viande parce que vous aimez ça. On va juste essayer de veiller à ce que vous n'en subissiez pas des conséquences à titre personnel. Donc je pense qu'il sent clairement, évidemment, que le vent a tourné. Je vous rassure, je serai plus bref pour les autres présidents de parti. Quelques mots à propos de l'intervention de Paul Magnette, qui incontestablement a, à titre au moins personnel, comme président du PS, opéré un virage doctrinal majeur et sincère, il n'y a pas de raison d'en douter, à travers le projet d'écosocialisme, son livre intitulé « La Village », les conférences qu'il fait et bien au-delà de la Belgique, il a dépassé le productivisme classique de la gauche communiste ou social-démocrate. La question qui se pose évidemment, c'est sa capacité d'entraînement de tout le reste du Parti socialiste, où tout le monde n'est sans doute pas gagné par la même mutation. Et comme je l'évoquais, que fait-on comme arbitrage quand il s'agit d'avoir l'écologie d'un côté et puis des problématiques budgétaires, économiques de l'autre côté? Je ne suis pas sûr que Paul Magnette va toujours chercher à mettre l'économie au sommet de la pyramide. Dans cette même... Pardon ? Oui, l'écologie, excusez-moi. C'est un lapsus révélateur. Vous faites bien de me rappeler à l'ordre. Dans la même émission, François Brabant faisait remarquer, il a sans doute raison, il observe en tout cas la vie politique de plus près que moi, que le PS ne parle pas beaucoup de la question du nucléaire ou des solutions pour l'isolation des logements, etc. Il y a peut-être quelque chose qui reste volontiers un petit peu discret. Ce qui veut dire, et je dirais ça à plusieurs reprises pour vous faire une petite proposition concrète, qu'il faut peut-être pousser ce parti à sortir du bois sur des mesures bien précises. Pas discuter doctrine, parce qu'avec Paul Magnette, vous êtes perdant, et il est capable de vous convaincre qu'il en sait bien plus que vous. Il sera particulièrement éloquent, mais c'est à la liste de ce qui est véritablement prioritaire que autour de cette liste qu'il y a un enjeu. Alors j'enchaîne avec Raoul Edebo pour le PTB, avec un discours rafraîchissant comme d'habitude, qui déculpabilise les individus, ce qui est sans doute aujourd'hui une bonne chose, rappelant que les plus modestes ne sont pas les plus responsables, loin de là, du problème du réchauffement climatique, qu'ils produisent peu d'émissions, que ce sont, et là l'analyse est sans doute un peu courte, les grandes multinationales qui polluent le plus, oui, mais il n'y a pas qu'elles, mais sûrement, les riches également. Il en tire un élément de solution très pragmatique et peut-être là un peu court. On va taxer les riches, on va taxer les grandes multinationales pour financer la transition. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça suffira ou que c'est parfaitement praticable, même si ce sont des perspectives qu'on ne doit certainement pas mettre de
de côté, mais il y a peut-être une focalisation symbolique un petit peu facile. Et puis il y a aussi une ambiguïté dans le discours. On sent clairement que dans son esprit, au fond, la vraie lutte pour les enjeux environnementaux, on va la mener quand on en aura fini avec le capitalisme, puisque c'est lui qui est à la source du problème. Sauf que je crains qu'en finir avec le capitalisme soit une ambition parfaitement utopique. L'écrasante majorité de la planète a manifestement gagné aux avantages du capitalisme, souffre de ses inconvénients, mais ne me semble pas prête pour le grand soir. Par ailleurs, on peut s'interroger sur une tendance à exonérer les individus de tout effort au nom, en tout cas, de leur situation financière plus ou moins délicate. Je ne sais pas si j'ai pas eu le temps de vérifier les programmes en ligne, mais est-ce que Raoul de Debord voit un problème à ce que ceux qui sortent de la pauvreté commencent à prendre l'avion comme toute personne modeste qui souhaite prendre des vacances au soleil? Est-ce qu'on va dire qu'il ne faut pas responsabiliser les modestes, mais taxer les riches et les multinationales? J'ai l'impression qu'il y a certaines zones d'ambiguïté peut-être. Alors, avant-dernier président dont je dois évoquer les propos, Maxime Prévost pour les engagés, qui a repris à cette occasion un propos sincère manifestement de sa part sur la nécessité du courage en politique et la nécessité du volontarisme, sous-entendu nous sommes prêts à en faire preuve, ce qui est en tant que tel parfaitement rassurant, qui a mis l'accent sur une mesure clé, et là je n'ai pas bien compris la manière dont elle était synthétisée par l'RTBF, et donc j'ai préféré voir ce qu'il en était sur le site internet des engagés, c'est ça que je vous répercute. Mesure autour d'une taxe carbone qui, si je comprends bien, serait imposée sur tous les produits importés à partir de pays qui, eux, ne taxent pas l'empreinte carbone liée à leur production. Donc on pénaliserait les importations qui sont lourdes en effet carbone. Et par ailleurs, on accorderait des subventions aux entreprises européennes pour que, produisant dans le cas de contraintes plus fortes, elles ne soient pas handicapées face à leurs concurrents extra-européens. Et elles seraient donc financièrement aidées face à la concurrence mondiale. Ce qui me paraît parfaitement défendable sur le principe. Est-ce que c'est ou pas une usine à gaz? Jusqu'à quel point est-ce praticable? Parce que ça veut dire que toutes les entreprises européennes seraient concernées potentiellement par des subventions. Ça veut dire que toutes les importations devraient être évaluées en termes d'empreinte carbone et taxées en proportion. Je ne veux pas du tout faire un mauvais procès à Maxime Prévost, mais on sait que dans tous les domaines, les excès d'ambition sont parfois empreints d'effets pervers, à savoir l'ambition est tellement majeure qu'elle n'aboutit pas, parce que la praticabilité n'y est pas forcément. Bon, ça me pose des questions sur ce point, mais je ne mets pas du tout sa sincérité en cause en faisant cette remarque. De manière générale, donc, il peut être intéressant pour les engagés comme pour d'autres de les tester d'abord peut-être sur des mesures plus directement praticables, de manière à vérifier la cohérence par rapport à leur réponse à votre questionnaire où ils semblent être vraiment engagés, c'est le cas de le dire, en faveur du climat et de la biodiversité. Mais que pensent-ils par exemple du primat à la logistique dans le développement wallon? Est-ce qu'ils sont prêts à freiner ce type d'ambition-là, au nom des enjeux environnementaux? François Brabant, dans la même émission, faisait remarquer, et j'avais cru voir ça aussi au passage, que l'écologie est vraiment intégrée de manière systématique dans le programme des engagés, qu'elle a une mutation réelle, et que notamment dans cette émission, cette interview pour l'RTBF, Maxime Prévost avait pour la première fois dans son parti utilisé l'expression d'émissions de carbone importées. Donc la prise en compte, encore une fois, de cette empreinte carbone de produits made in China, etc. Donc, il y a certainement une attitude d'ensemble positive et d'éventuelles vérifications concrètes à peut-être faire. Dernier président interrogé par l'RTBF, et puis je vais venir à des vagues perspectives d'action. François de Smet pour le parti Défi, qui a posé d'une manière certainement sincère, je le connais un petit peu, une question importante.
Est-ce que dans un monde qui demain serait privé d'énergie fossile abondante comme le pétrole, parce qu'on va dans cette direction, est-ce que dans ce monde la démocratie survit sans crise sociale majeure alors qu'on aurait raréfié les ressources et peut-être créé des crispations? Va-t-on avoir une opposition citoyenne tellement forte qu'on ne pourra plus maintenir une politique ultra-volontariste? J'ai tendance à croire que la question est sincère, qu'elle traduit une lucidité, une réflexion sur la problématique. En même temps, on voit bien en quoi poser la question dans ces termes-là peut conduire à des renoncements. Pour éviter l'explosion sociale, on va y aller doucement en termes d'accélérateur des politiques environnementales. Et effectivement, François de Smet revendique ce qu'il appelle lui-même une politique des petits pas, qui manierait habilement la carotte et le bâton. Il faudra des contraintes, il faudra peut-être des taxes, mais il faut aussi des motivations positives, il faut aussi rassurer. Alors pourquoi pas la politique des petits pas si les petits pas sont nombreux et rapides? S'ils sont lents et pas très nombreux, forcément, on n'ira pas très très loin. En tout cas, à la différence des autres présidents de parti, il n'y a pas de remise en cause chez Défi, comme OMR, du cadre capitaliste global et du modèle consumériste. Il y a une manière de vouloir s'adapter à un problème environnemental qui nous est posé, mais sans véritablement vouloir sortir du champ capitaliste ou remettre ces tendances majeures à l'œuvre. Je le signale simplement parce que je ne suis pas sûr qu'il faille vouloir s'attaquer à tous les adversaires possibles, mais en tout cas, on sent qu'il y a deux partis, MR et Défi, qui eux ne sont pas réellement prêts à aller dans cette direction-là. Voilà pour ces éléments de synthèse, en vous présentant mes excuses. Il y a une bonne partie de ceci que vous connaissiez déjà, mais pour moi-même, je trouvais utile de tenter de faire une mise en ordre. Alors à partir de là, quelques éléments de réflexion, même si je n'aime pas beaucoup ce terme un petit peu prétentieux. Premier élément, j'ai été très frappé par la leçon fondamentale de cette étude, une vingtaine de pages qui vient donc d'être publiée par le Centre Jacques Delors, qui souligne qu'il n'y a pas de backlash généralisé en matière climatique. Je dis en matière climatique parce que l'étude n'aborde pas les enjeux de biodiversité, uniquement ceux du climat. La thèse fondamentale de l'étude, au terme donc de ce vaste sondage auprès de 15 000 personnes en Europe, c'est qu'on fait une erreur de diagnostic en disant on a un retournement radical de tendance et aujourd'hui, une part considérable de la population européenne ne veut plus de politique climatique ambitieuse. Ce que l'étude montre, de manière qui a l'air d'être méthodologiquement tout à fait solide, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une petite minorité, très marquée à droite ou à l'extrême droite, qui est véritablement hostile à des politiques climatiques ambitieuses ou qui ne veut pas de politique climatique ambitieuse. Mais c'est une petite minorité. Et le Centre Delors souligne, sans doute à juste titre, que quand on fait le diagnostic alarmiste, comme je l'ai fait au début, d'un retournement de tendance, on risque de tomber dans une prédiction créatrice. À force de dire que la tendance se retourne et que les citoyens ne veulent plus d'une politique ambitieuse, on nourrit une atmosphère globale qui tend à dire qu'on ne peut plus se risquer à avoir des politiques ambitieuses. Et on va réaliser finalement le recul que l'on redoute. Je pense que c'est à prendre en considération. On sent bien que pour les auteurs de l'étude, on doit oublier l'extrême droite, elle fera son score, et on doit tabler sur le fait qu'il y a un socle solide à gauche, gauche verte, social-démocrate radicale, pour des politiques ambitieuses, et puis que du côté des électeurs du centre droit et de la droite, chrétiens, libéraux, il y a des nuances rassurantes. Et je vais en reprendre l'une ou l'autre. Donc, ceci comme tableau d'ensemble, avant d'en venir à quelques réflexions plus précises dans le cadre du champ politique belge et surtout francophone. Bon, première constatation d'une évidence que vous m'excuserez, je l'espère, on sait bien que les Verts ne vont pas peser suffisamment à eux seuls. Par leur seul résultat électoral, qui restera sans doute beaucoup trop modeste pour être dominant dans une coalition, et ils risquent de ne pas avoir non plus des capacités d'influence suffisantes
par le résultat électoral à lui seul, dans des coalitions à souvent maintenant 3 partis avec, par hypothèse, au moins un des 3 qui risquent d'être moins allants dans ce domaine, ou 2 partis qui sont officiellement pro-climat, pro-biodiversité, mais qui ont aussi d'autres priorités. On a bien vu ces compromis, j'en ai évoqué quelques-uns, auxquels les Verts ont dû se plier, sachant que la perspective des prochaines élections, qui est depuis une vingtaine d'années la hantise numéro 1 des partis politiques, parce que l'électorat est devenu volatile et imprévisible, la perspective des prochaines élections est pour les autres partis un frein à un excès, entre guillemets, d'ambition environnementale, là où pour les Verts, au contraire, c'est un accélérateur. Mais donc on est piégé, j'y reviendrai, par le rythme de la vie et le mécanisme de la vie démocratique à base électorale. Les scrutins ne sont pas forcément des bonnes périodes. Et l'anticipation des scrutins est déjà, pour certains, un motif pour réduire la voilure. Donc, il est clair que la solution ne passera pas par un seul parti, une seule tendance, et qu'il faut, me semble-t-il au minimum, resserrer les boulons dans le cadre d'une alliance entre écologistes et socialistes, partis progressistes en général. Donc intégrer fortement, là encore je suis désolé pour la banalité du propos, mais donc je vous confirme que ça paraît central, intégrer fortement les dimensions de justice sociale, les dimensions de redistribution, la problématique du logement. Il faut arrimer définitivement les partis de gauche et les syndicats, et je me permets de dire définitivement parce que là aussi on est dans une situation un peu mouvante. Le progrès est considérable pour l'observateur politique, pas tout à fait jeune que je suis. Moi, j'ai encore connu au début de mon travail au CRISP, fin des années 90, des traces évidentes de l'ancien clivage entre des partis de gauche productivistes et des partis écologistes anti-productivistes. Et les syndicats étaient sur une série de dossiers plutôt du côté productiviste, l'emploi d'abord. Alors à la FN de Herstal, mais pas seulement. Donc ça ne va pas de soi, cette convergence très frappante et très rassurante qui s'est faite sur une quinzaine d'années entre les enjeux environnementaux et les forces progressistes, syndicales, partis de gauche. L'évolution est considérable. On a dépassé le clivage qui fondamentalement les opposait. Pour autant, pour les raisons que j'ai déjà dites, dans ces milieux syndicaux et politiques non écologistes, on peut toujours être tenté de marcher aussi ou prioritairement sur la jambe de l'économie, de l'emploi, du pouvoir d'achat. Et donc, je crois qu'il y a tout intérêt à créer des alliances qui soient fortes, qui soient irréversibles. Aussi parce qu'on doit rassurer un électorat modeste, précaire, qui, et c'est un point que l'étude du Centre Delors confirme, un électorat précaire qui peut, ou modeste, qui peut tout à fait envisager accepter des politiques ambitieuses dans le sens environnemental, mais qui a besoin de compensation si ces politiques ont en tant que telles un effet négatif, par exemple sur le pouvoir d'achat. Si on a une politique de vérité des prix sur la base de l'empreinte carbone, il faut des politiques de redistribution ou d'une manière ou d'une autre de compensation en termes de pouvoir d'achat, sinon on va avoir des réactions à la manière des Gilets jaunes en France par exemple. Et donc il y a quelque chose de très large à construire vraisemblablement, un ensemble de mesures qui soient à la fois environnementales, sociales, redistributives et à cette condition-là peut-être une alliance structurelle et efficace entre partis écologistes et partis de gauche. Ce qui suppose une écoute dans les deux sens. Ce n'est pas seulement demander aux syndicats, aux partis de gauche de se rallier définitivement à une certaine priorité environnementale, c'est être prêt aussi à écouter des demandes sociales majeures. Personnellement, j'étais resté un peu perplexe pendant les longues semaines qu'a duré la saga autour de la friche Josaphat à Bruxelles. On a vu Écolo et le PS se battre sur l'utilisation d'une friche avec une priorité au logement pour le PS et une priorité à la biodiversité pour Écolo. Je suis le premier à préférer qu'il y ait à Bruxelles des espaces verts et des conditions de préservation de la biodiversité. J'ai parfois l'impression qu'Écolo sous-estimait peut-être le problème du logement à Bruxelles, avec l'explosion démographique de la ville.
la montée persistante et dramatique du prix des logements, parce qu'on est prisonnier de cette fameuse loi de l'offre et de la demande. Et donc, c'est dans les deux sens qu'on doit pouvoir faire un pas vers l'autre partenaire, si on veut, encore une fois, une alliance forte et durable, si j'ose dire. Alors la question plus large qui se pose, c'est est-il jouable, et pourquoi pas à l'initiative d'acteurs de la société civile qui joueraient les go-between, qui prépareraient le terrain, qui pousseraient, etc. Est-il jouable d'inclure aussi des partis du centre dans forme d'alliance autour des enjeux environnementaux? Et donc du côté francophone, je pense aux engagés, il y a des défi. Normalement, ça doit être possible sur la base de ce que je vous ai indiqué de leur déclaration. Il y a une ouverture réelle aux enjeux environnementaux. On peut imaginer, me semble-t-il, d'arrimer ces partis dans une alliance solennelle qui à la fois les valoriserait et les contraindrait. Et donc, on peut imaginer, on a fait une charte de la démocratie pour nouer le cordon sanitaire, pour engager des partis dans un refus définitif de toute compromission avec l'extrême droite. On pourrait imaginer une charte, un contrat, je ne sais pas quel terme lui donner, qui essaierait d'obtenir l'aval et l'engagement à la respecter d'un maximum de partis, autour d'un socle solide d'engagements environnementaux bien choisis, avec les mesures les plus efficaces. Il faut éviter des mesures qui puissent provoquer la polémique ou le scepticisme, avec des mesures praticables, de manière à ce que tous les partenaires se sentent en confiance et aient l'impression de s'engager sur une voie réaliste et pas acheter des symboles ou se lancer dans des perspectives sans issue et avec la nécessité de rendre des comptes parce qu'on a finalement dû renoncer, avec sans doute des mesures à la fois positives et plus contraignantes. La carotte et le bâton, la figure de François de Smet, elle est un peu triviale, mais elle n'est peut-être pas inappropriée, vu la nature des enjeux. On pourrait, sur une base comme celle-là, peut-être exiger une fidélité aux engagements pris, sachant que les enjeux sont majeurs et de long terme et qu'il n'y a pas de raison valable pour qu'un parti qui se serait engagé sur une charte de ce genre se mette à en trahir les ambitions. Alors, je vous invente un bidule et puis un deuxième, ça m'est venu comme ça en prenant des notes, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais pourquoi pas, à supposer que ça n'existe pas déjà, et si ça existe, alors peut-être le faire un peu plus connaître, pourquoi pas un observatoire des décisions environnementales, un outil, un rassemblement de bonne volonté, dont l'objectif serait de traquer ce que font réellement les décideurs et qui ne serait pas conforme à cette charte ou ce contrat, des votes incohérents avec les engagements qu'on a pris, des promesses qu'on n'a pas tenues alors que la question était à l'agenda politique, des abandons qui sont révélateurs d'un manque de courage, potentiellement la liste est longue. On pourrait aussi imaginer qu'on pointe les fausses bonnes politiques, des effets pervers, des phénomènes de lobbying avérés et particulièrement discutables. Je ne sais pas très bien jusqu'où on pourra aller. J'imagine, enfin je n'imagine pas, je sais que ce type de travail de vigilance est déjà fait par certaines ONG d'une part, par certains syndicats. Est-ce qu'il y a possibilité d'imaginer une sorte de plateforme ou de regroupement des forces pour mutualiser les moyens et donner une visibilité? Je ne sais pas, je me lance dans un exercice que d'habitude je n'aime pas, qui est de proposer des solutions parce que c'est pas mon fort, et ça déjà avec un modeste outil, hein, mais vu la nature des enjeux, mettre en place une large alliance pour le climat et la biodiversité qui associerait des partis politiques mais aussi des organisations très représentatives de la société civile, ça aurait peut-être du sens. Je crois notamment que si on veut ferrer les partis politiques, c'est bien d'être associé à des organisations qui appartiennent à leurs piliers traditionnels. On a plus de facilité à pousser les engagés, le PS, le MR, à rester sur la bonne ligne si on a pu embarquer l'une ou l'autre grande association
qui appartient au pilier chrétien, même si ses contours sont devenus plus flous, au pilier socialiste, etc. Et sans vouloir rentrer dans des détails, il peut être intéressant d'identifier des interlocuteurs dans les partis, qui soient des personnes de contact privilégiées, parce que les présidents ne sont pas forcément les bons interlocuteurs. Alors, faut-il un interlocuteur par niveau de pouvoir et puis un auprès de la présidence, je ne sais pas, mais voilà, je vous propose quelques minutes de perspective de création d'un machin ou d'un outil que vous laissez réfléchir. Alors, j'ai posé la question, est-ce qu'on pourrait viser une union plus large ? Essayer d'englober le MR du côté francophone, le CDNV, l'OpenVLD, la NVA du côté néerlandophone, avec par hypothèse évidemment aussi Groen et Vooruit du côté néerlandophone. Si on en croit l'étude du Centre Delors, ça a du sens. Tout électorat qui n'est pas d'extrême droite est un électorat apparemment sensible à la problématique, au moins climatique, puisque l'étude ne porte que sur le climat, et désireux de voir de vraies réponses apportées. Donc il y a une marge de manœuvre, pour autant que les politiques menées ne nuisent pas personnellement aux électeurs, notamment du centre et de la droite. Et donc pas d'interdit, pas de taxes, pas de choses de ce genre, si on veut rassurer. Mais ça laisse un certain nombre de possibilités ouvertes. L'étude pointe, parce qu'elle a testé donc, ce genre de scénario, pas une politique économique qui va profiter à des concurrents d'un autre pays, mais une politique industrielle revue, des investissements européens dédiés au climat, à la lutte contre la biodiversité, avec l'idée qu'il puisse y avoir des retombées globalement positives. Donc, du côté des électeurs, l'étude est plus optimiste que moi, l'étude du Centre Delors, les possibilités sont ouvertes. Du côté des partis, j'ai vraiment du mal à imaginer le MR et la NVA s'engager dans ce genre de direction. Reste le CDNV, l'OpenVLD du côté flamand, ce serait peut-être possible. La question est de savoir, si vous preniez mon petit scénario en temps un peu au sérieux, englober plus de monde, mais éventuellement au prix de quel renoncement, de quelle ambiguïté, de quelle déclaration d'intention pas tout à fait sincère, de quel jeu de façade, je ne sais pas, je livre tout ça à votre réflexion. On peut préférer peut-être une pression ciblée sur des partis susceptibles d'être sensibles à ces enjeux et d'y être fidèles vu leur électorat et donc élargir au centre, pas forcément tellement au-delà. Je me permets, puisque j'en suis aux suggestions et aux conseils, mais je vais essayer de ne plus être trop long, de faire 2-3 suggestions qui valent ce qu'elles valent. Ce sont un peu des réflexes personnels en tant qu'observateur de longue date de la vie politique, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Il peut être prudent de ne pas se fixer sur des mesures qui divisent le monde écologiste ou progressiste lui-même. C'est-à-dire qu'il faut sans doute mieux éviter des batailles fratricides et de devoir se demander jusqu'à la signature finale qu'est-ce qu'on dit du nucléaire ou qu'est-ce qu'on dit des OGM. Est-ce qu'on doit absolument tracer une perspective d'interdiction ou de renoncement à terme? Je ne suis pas sûr qu'il soit intéressant de vouloir agiter d'éventuels chiffons rouges. Si on veut obtenir des engagements solennels et solides de la part de partis, il faut peut-être éviter des demandes symboliques ou maximalistes, inaccessibles, auxquelles on peut tout de suite répondre qu'elles sont parfaitement irréalistes. Certains parlent d'un impôt européen sur la fortune. Je pense que vous aviez questionné en fait les partis politiques francophones sur cette question. Moi, je trouverais ça très sympathique, mais un impôt européen sur la fortune, sauf erreur de ma part, ça demande l'unanimité des États membres, c'est inaccessible. Par contre, que dans certains pays, on puisse aller dans une direction de ce genre, et que ce soit important pour montrer aux plus modestes que la politique qu'on mène, on la veut aussi juste et équilibrée que possible, on ne va pas faire peser l'effort, notamment sur le plan financier, sur ceux qui ont le moins de moyens, mais sur ceux qui ont plus de moyens et qui sont plus lourdement pollueurs. Ça, à l'échelle nationale, dans différents pays, c'est possible. À l'échelle européenne, j'ai un doute.
Donc j'aurais tendance à éviter les excès d'ambition parce que les ambitions trop fortes voient leur réalisation reportée sine die et on n'y gagne rien. Donc sans doute se centrer sur des mesures concrètes, efficaces, accessibles et sans demander à des partis d'adhérer à un autre modèle de société. On n'a pas forcément à leur demander de renoncer symboliquement à la croissance ou au capitalisme ou à la consommation. Parce que moi je ne pense pas qu'on ait des capacités de fédérer largement sur un enjeu pareil. Mais prendre toute une série de mesures qui évitent les effets pervers du productivisme ou du consumérisme, ça c'est sans doute possible avec un arc assez large de partis politiques. Alors la question sera de savoir, au-delà de l'impôt sur la fortune, la place qu'on peut et doit donner à des mesures symboliques qui touchent les privilégiés pour, encore une fois, bien montrer qu'on cherche une transition juste, pour reprendre l'expression consacrée. On a, c'est vrai, tous les chiffres le disent, je ne vous l'apprends pas, un vrai problème avec l'aviation, les jets privés, les SUV, les voitures de société, etc. etc. Donc, il y a là une marge de manœuvre, tout en se rappelant que pour une partie de la population, accéder à des vacances en avion bon marché et à la voiture, c'est un objectif d'ascension sociale ou d'épanouissement fondamental. Donc, il y a sans doute une certaine prudence à conserver. J'en termine en ajoutant ce que vous pensez ou ressentez sans doute confusément, c'est qu'évidemment, moi ici, je prône une voie très très pragmatique, peut-être un petit peu trop modeste, qui passe délibérément à côté des questions les plus lourdes. Est-ce qu'on continue à donner la priorité à des politiques de lutte contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on agit sur les causes et on essaie de rétablir une meilleure situation, ou est-ce qu'on commence à mettre l'accent sur l'adaptation, ce qu'il faut faire une fois qu'on a compris que la bataille fondamentalement est perdue, ce qu'il faut faire pour ne pas être trop écrasé par les conséquences. Moi, je suis incapable de faire un choix entre les deux. Ce que je vous ai proposé tourne autour de la lutte qui me paraît quand même plus mobilisatrice et plus efficace que de déjà en être à l'adaptation. Mais c'est une vraie question. Tout comme il y a évidemment le problème mondial. On sait que les plus gros pollueurs sont du côté des pays et des populations les plus riches et que les plus faibles pollueurs sont du côté des pays et des populations les plus pauvres qui sont responsables de manière tout à fait marginale du problème et qui sont les premières victimes. Je n'ai pas prétendu aborder ça. Dernier élément, si je peux prendre encore 5 minutes, mais pas plus, parce que Myriam m'avait demandé d'en dire un mot. Que peut-on faire des citoyens électeurs ? D'abord, prendre acte d'une promesse et d'un problème. La promesse, c'est ce que j'ai évoqué, je vais très vite. Toutes les études d'opinion montrent que l'écrasante majorité de la population est désormais consciente des enjeux et désireuse qu'on apporte des réponses. Donc, c'est véritablement un palier qui a été franchi et, encore une fois, selon l'étude du Centre Delors, la volonté de réponse va bien au-delà de l'électorat écologiste et de gauche. En même temps, la promesse est le revers d'un problème, c'est que on est très loin de voir l'écrasante majorité des électeurs conscients des enjeux voter pour des partis qui, eux, sont très résolus sur ces questions. Sinon, on aurait partout en Europe des majorités absolues écologistes, socialistes ou quelque chose de ce genre. Et on en est très loin et on sait que le score des partis écologistes en particulier est sensiblement inférieur à leur capital de sympathie. Alors je ne viens pas aux motifs pour lesquels éventuellement il y a une crispation autour de ces partis, c'était ce que j'esquissais, c'est autour d'une bataille culturelle à discuter si vous le souhaitez, mais on a un problème avec notre système politique. On l'a fondé en 1831 en Belgique, à un moment où l'État ne s'occupait d'à peu près rien. Quand on a créé la Belgique, le premier gouvernement comptait 5 ministres. Un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice, un ministre de la Guerre, un ministre des Affaires étrangères et un ministre des Finances. Donc 4 ministres pour la sécurité, intérieure et extérieure, et un ministre pour financer la sécurité. Avec un bulletin de vote, et ça, comme périmètre de l'action de l'État, vous vous y retrouvez.
vous savez pour qui voter, je dirais, des politiques sécuritaires plus ou moins affirmées. Aujourd'hui, vous avez une vingtaine de priorités potentielles pour chaque électrice, chaque électeur, et on voit bien qu'un nombre considérable d'électeurs ultra sensibles à la question environnementale se détournent des partis écologistes parce qu'ils donnent in fine la priorité à d'autres enjeux. Et je ne vois pas comment on sort du système à court terme. Si on reste dans le cadre électoral, il faut imaginer autant de niveaux de pouvoir qu'il y a de grands enjeux, et donc on n'a pas une Belgique avec des communautés et des régions, mais 10 niveaux d'entités fédérées différents qui permettraient de voter de manière chaque fois différente. Je pense qu'on n'y est pas. Et donc je crains que le système électif soit définitivement un piège pour les problématiques qui nous rassemblent ici. Donc, que peut-on faire à partir des citoyens? Peut-être utiliser alors leur sensibilité à tous ces enjeux et jouer éventuellement la carte des assemblées citoyennes. Ce n'est pas très original ce que je vais vous dire et je vais être bref. La carte des assemblées citoyennes, alors pour quelles raisons? D'abord parce qu'on sait d'expérience avérée que quand on met des citoyens ordinaires ensemble, avec un temps de discussion suffisamment éclairé, suffisamment long, ils changent pour une bonne part d'opinion et ils comprennent des enjeux qui jusque-là leur étaient étrangers ou face auxquels ils étaient perplexes ou hostiles, et il en sort généralement des propositions très constructives. Après, le problème est que ces assemblées sont conçues, surtout par le monde politique, comme purement consultatives, remettant poliment un avis aux responsables politiques qui décident en dernier ressort. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à creuser la piste que Maxime Prévost, pour les engager, propose lui-même, des assemblées citoyennes suivies d'un référendum par lequel la population confirmerait ou pas les propositions faites par les assemblées. Ce qui a du sens si évidemment le référendum est précédé d'une campagne référendaire digne de ce nom. Pas si on dit aux gens, dans 10 jours, vous allez pouvoir voter sur les 25 mesures qu'on vous propose. Il faut une organisation, il faut du temps, il faut des relais médiatiques. Mais la carte me paraît jouable. Et si on ne la trouve pas jouable, l'alternative, mais ça allait d'être plus difficile à vendre au monde politique, c'est de dire ces assemblées citoyennes sur certains sujets doivent pouvoir être décisionnelles. Il faut leur donner le dernier mot, avec éventuellement une mesure de précaution si l'assemblée parlementaire élue, qui est compétente pour les problèmes traités, est vraiment hostile à la proposition citoyenne, elle peut la bloquer à une majorité qualifiée. À 60% des voix au sein d'un Parlement, vous pouvez refuser ce que les citoyens ont adopté. Vous devez le justifier et vous prenez vos responsabilités. On peut imaginer ce genre de complexification. Mais si on ne trouve pas le moyen de donner aux assemblées citoyennes un pouvoir en dernier ressort, soit directement elles-mêmes, soit par confirmation référendaire, je crains qu'on soit devant des gadgets qui vont épuiser et qui ne serviront à rien. Or, il y a peu de responsables politiques aujourd'hui qui osent encore snobber cette technique, qui commence à avoir fait ses preuves et qui évidemment est dans l'air du temps, et donc on peut peut-être tenter de les prendre au mot. Faire au fond ce qu'Emmanuel Macron s'était engagé à faire et qu'il n'a pas fait, avec sa Convention nationale pour le climat, quand il avait annoncé qu'il reprendrait sans filtre les résultats, et puis qu'il a très abondamment filtré. C'est exactement, bien entendu, ce qu'il ne fallait pas faire, mais la liste des résultats était intéressante. Dernier mot, il faut évidemment une légitimité de ces assemblées, par la bonne organisation des débats, une composition équilibrée à laquelle il faut veiller, et des experts suffisamment pluralistes pour qu'on ne puisse pas dire « oui, mais les résultats de l'Assemblée, c'est le résultat de la manipulation univoque ». Il y a des conditions à ce genre de scénario, mais je pense qu'il est praticable. Voilà, j'en reste là pour cet exposé qui a déjà, je crois, été assez long, et je me réjouis de notre temps de discussion. Merci Vincent. C'est qu'à la coalition climat, cette attention à la question sociale a bien évolué, et donc il y a une carte blanche qui va être publiée dans le Soir ou dans la Libre incessamment sous peu sur la question du logement.
pour faire le lien entre accès au logement et l'enjeu de la rénovation. Alors, deuxième piste qui peut vous intéresser, tout le monde connaît Laurent Durcel, j'imagine, ici autour de la table, dans la salle. Bien, Laurent Durcel a lancé un festival, le Festival des Immenses, pendant tout le mois de mars, et il invite les propriétaires progressistes qui refusent d'être représentés par le syndicat des propriétaires à se réunir le 26 mars à 18h, 28 rue de Lac. Donc tous ceux qui sont en révolte contre le fonctionnement du marché et les privilèges des propriétaires qui veulent autre chose sont conviés à lancer un mouvement qui s'appelle Badal. Donc c'est Laurent Durcel qui est derrière et c'est génial. Donc voilà, on y fera peut-être référence sur notre site si nous avons un accord au conseil d'administration. Voilà. Bon appétit à tout le monde. Les sandwichs sont servis dans... Je voudrais dire un peu de